s'il vous plaît, on a commencé. Merci. Donc je vous propose de nommer comme secrétaire de séance le jeune Ousmane Diaye. S'il en est d'accord, il succédera ainsi à Olivier Barbosa. Je vais procéder à l'appel, si vous le voulez bien. Catherine Duvalet, Jean-Jacques Coquelet, Fadila Benamara, Jacques Le Cerf a donné pouvoir au maire, Fatia Djemel, Bernard Cancalon, Rachida Dordain, Ousmane Diaye, Marie Lignot, Dominique Legault, Noël Boudard, Nabil Goul, Grasso Bassou a donné pouvoir à Catherine Duvalet, Jean-Claude Bourbeau a donné pouvoir à Fadila Benamara, Michel Combes, Christophe Coplot, qui va arriver, j'en suis sûr, Géraldine de Lyoncourt-Godefroy, je ne suis pas sûr qu'elle va arriver, mais elle a donné pouvoir à personne, Benoît Balu, Anne-Marie Chamouma, Yvette a donné pouvoir à Fatia, qui est donc menue d'un pouvoir, Lisbeth Schreiber a donné pouvoir à Nabil Goul, Claude Charles, pardon, je suis désolé, et je l'avais sauté, enfin, c'est tenté qu'on puisse dire ça, Claude Charles a donné pouvoir à Nabil Goul, Lisbeth Schreiber, pardon, excusez-moi. Voilà, Olivier Barbosa a donné pouvoir à Jean-Jacques Coquelet, Pascal Dumontier a donné pouvoir à Bernard Cancalon, El-Houssen Oulis, qui est encore plongé dans les délices du Brexit, Dieu sait que ce n'est pas des délices, n'est pas là pour le moment, il n'a pas donné pouvoir. Ah bon? Ah merde alors. Bon, j'allais dire parfait, mais ce n'est pas parfait. Jeanne Pouet a donné pouvoir à Marie-Line Niot, Mohamed Fliou a donné pouvoir à Benoît Balu, Fabrice Autain a donné pouvoir à Anne-Marie Jourdan, Michael Amsalem, Patrick Lozé a donné pouvoir à Michael Amsalem. Il est retenu par des obligations militaires qui sont classiques, qu'on connaît bien, qui est probablement une période de réserve, puisqu'il est dans le train, si je me souviens bien, et dans la circulation à la veille du 14 juillet, qu'il y a les répétitions et qu'il ne les manque pas. Et puis, il y a Laurent Rousseau, que je vois et qui est présent. Il y a un procès-verbal à approuver. S'il y avait des corrections orthographiques, syntaxiques. Oui, Madame Jourdan, allez-y. C'est bon. Oui, je vous remercie. Bonjour à tout le monde. Oui, je voulais rappeler pour la troisième fois, s'agissant de la nomination au CCAS, que troisième demande de retrait de cette délibération illégale. Donc, je réitère une nouvelle fois le retrait de cette délibération. Et je souligne ce qui est mentionné au PV, que ce n'est pas un problème de personne, c'est un problème de démocratie. Nous sommes opposés à vos méthodes antidémocratiques, un petit peu un délinquant de la démocratie, oui, antidémocratique, un peu un tonton flingueur de la démocratie. Vous persistez, oui, vous persistez dans le fait que vous amenez des jeunes élus à voter des délibérations illégales. C'est totalement illégal, je le répète. Avec vous, Madame Jourdan. Nous le noterons au procès-verbal et je vous remercie de votre intervention. C'est illégal de nommer quelqu'un qui n'est pas celui de la liste qui suit de l'élu d'opposition. Non, on ne parle pas ni. D'abord, les élus d'opposition sont des élus minoritaires. Toujours. C'est la loi. L'opposition est rarement majoritaire. Non, ça ne s'appellera pas l'opposition. C'est le texte de la loi. Oui. Deuxièmement, vous persistez. Oui, non, mais ne vous moquez pas, c'est Madame important. Madame Jourdan, dépêchez-vous. Non, 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 j'ai la parole, merci. Très bien, avant que je vous l'enlève. Donc, vous persistez dans le fait que vous forcez tout le monde à accepter des délibérations illégales. Madame Jourdan, comme vous l'avez dit avec une grande éloquence, c'est la troisième fois que vous le dites et nous l'avons compris. Non, mais vous n'avez pas compris puisque vous ne retirez pas votre délibération. Je ne la retire pas. Non. Je préfère donner à un courant de pensée qui me semble être important dans le pays. Et j'aurais souhaité le faire avec votre assentiment, puisque vous parlez de démocratie. Il me semblait intéressant que la droite et la gauche puissent... Il me semblait intéressant que la droite puisse être représentée au CCAS. Je crois penser qu'elle représente quelque chose dans ce pays. C'est pas accommoder la loi à sa sauce mayonnaise. Parfait. C'est respecter la loi. Je vous ai entendu, Madame Jourdan. J'insiste et j'insisterai à chaque conseil. Vous avez raison, Madame Jourdan. Merci. Parce que je trouve ça totalement indécent. Merci. Je passe le procès-verbal au vote. Indigne d'un élu. Qui s'abstient? Merci Madame Jourdan et Monsieur Amsalem s'abstient. 2 abstentions. Qui est contre? Merci. Nous allons passer, si vous voulez bien, au compte-rendu de délégation du maire. Vous l'avez sur votre table. Vous avez un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la passation d'un marché de modernisation et d'entretien des installations de chauffage auprès de l'entreprise Ampère. L'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réfection et l'isolation des toitures de Jean Moulin, nous en parlerons
auprès de l'entreprise Cubic. C'est des choses importantes parce que ça concerne nos écoles et les élèves, et en ce moment, nous nous en préoccupons. De l'éclairage en 3 lots, amplification, électroacoustique, équipement de scène et équipement vidéo. C'est la délibération 2016-003 pour un total de 170 000 euros. L'aménagement du poste de police, on en dira un mot également, pour 72 000 euros, avec l'entreprise SNJP. Ça fait un peu syndicat national des journalistes de la presse, quelque chose, SNJP, mais ça doit être autre chose. C'est quoi? Vous ne savez pas, monsieur Barbe? Eh bien, écoutez, voilà. Un marché avec Engie de 84 000 euros, ce qui n'est pas rien, pour l'exploitation et maintenance des installations de chauffage. Avec l'entreprise Legault et compagnie, qui n'a rien à voir, j'imagine, avec Dominique Legault, on a l'aménagement du poste de police municipale, ce qui pourrait donner lieu à une enquête, normalement, puisque l'adjoint a une entreprise qui s'appelle comme lui, qui travaille au sujet dont il s'occupe. Je vois là un cas de corruption assez patent. 46 000 euros, car la démocratie, c'est peut-être qu'il n'y ait que de l'honnêteté et de la transparence. L'allocation et maintenance des copieurs du service reprographie à Konica Minolta, qui sont des étrangers, 10 170 euros. À Rico, qui est également un étranger, 19 113 euros. La gérance de l'hôtel d'entreprise des 4 Soleils à Eurexpansion, on en dira un mot également, s'il vous plaît. Et puis, deux lots de réseau de télécom. À Sérigna Télécom, 72 000 euros. Et à Réseau Télécom, Bouygues Télécom, 6 970 euros. C'est le marché qui a été prolongé pour permettre la mise en place d'un marché avec l'utilisation du réseau fibre pour les bâtiments municipaux. Financement pour les investissements 2016. Il y a le traditionnel emprunt, je crois. Il n'est pas traditionnel, celui-ci. Si, le traditionnel. L'emprunt de base à la Banque Postale, qui est traditionnellement de 2 millions d'euros. Et l'arrêté est joint. Et je crois qu'on avait eu une autorisation du Conseil municipal pour ouvrir cette... Je crois, et je l'espère. Parfait. J'ai normalement une petite note que je ne trouve pas, qui est ici, qui fait partie des petites informations rapides que je dois vous donner. Sur le collège Pierre Mendès France, la lutte continue, comme dirait l'autre. J'ai demandé au préfet de l'Eure de réunir les groupes de travail qu'il souhaitait réunir, et également au recteur et à l'inspecteur d'académie, qu'on appelle maintenant le DAZEN, de manifester leur opposition à cette fermeture de manière maintenant pédagogique et hiérarchique. Vous avez vu que, usant de tous les moyens, et quand on parle de démocratie, cela c'est un vrai enjeu, le président du conseil général départemental a choisi de faire pression sur les employés municipaux, enfin les employés départementaux, pour leur faire quitter leur emploi. Et vous avez vu que dans un article bien documenté, ma foi, on leur a reproché intuitu personné de coûter 232 euros par élève, alors qu'ailleurs on en coûterait 135 par élève. Je pense que si on a un tout petit peu des notions d'aménagement du territoire, d'égalité, de renforcement des moyens scolaires au profit des populations les plus défavorisées, on ferait une moyenne sur tout le département qui me semblerait quelque chose de plus juste et de moins stigmatisant que de dire à Évreux c'est 132, à Vernon c'est 180, à Gaillon c'est 27, mais en revanche, si vous l'avez bien vu aux Andelys, c'est 240, et à Val-de-Reuil, vous coûtez, madame, 232 euros. Je n'ai jamais vu le cas d'un gestionnaire de fonction publique, imaginons le président de la République ou le Premier ministre, qui est plutôt le chef de la fonction publique, c'est le Premier ministre, qui irait dire aux policiers dans une commune où il y a très peu d'accidents, fort heureusement, et très peu de criminalité, vous nous coûtez bien cher parce qu'il y a très peu d'habitants et que l'ordre est maintenu. Enfin, je veux dire, qui a vu ça? Dans quel pays on se trouve? Et quelles sont ces manières, une fois encore un peu de débutant, je trouve, de faire de la politique publique au bon sens du terme? On ne va pas reprocher à chaque agent ce qu'il coûte. C'est assez hallucinant. On a des objectifs et on les finance. Voilà ce que je voulais vous dire. Demain, s'il vous plaît, monsieur Absalem, merci. Demain, il y aura le commissaire enquêteur sur l'autoroute, sur le contournement qui viendra. On déposera un mémoire qui a été assez bien fait par Alain Monod, qui est un mémoire qui est la préfiguration des recours contentieux que nous ferons et qui indique très directement que déjà dans l'enquête publique, un certain nombre de conditions de forme n'ont pas été respectées et sont source d'annulation des moyens légaux, règlements, arrêtés qui seront pris pour démarrer les travaux. Quelque chose qu'on fera bien évidemment circuler et que j'ai sous les yeux là. Le commissaire enquêteur préférerait, ça me semble normal, par courtoisie, qu'il en ait la primeur puisque c'est chez lui qu'on le dépose. Mais évidemment, dès qu'on l'aura déposé, il sera rendu public pour absolument tout le monde. Et c'est la matière de nos recours. Il s'appelle M. Jean-Luc Lenné, le président de la commission, et le commissaire enquêteur s'appelle François Gestin. Catherine était hier au rassemblement à l'Élysée et on l'a vu et entendu. Je la remercie, même si probablement nos amis portaient la banderole un peu haut. Et j'ai trouvé ça dur pour
Voilà, on voyait néanmoins. Je rappelle, pour ceux qui nous écoutent sur Internet, que toute personne qui souhaite déposer des remarques, qu'il s'agisse d'un groupe politique, qu'il s'agisse d'élus, d'élus de l'opposition, d'élus de la dissidence, ça n'a pas d'importance. Toute personne qui souhaite déposer des remarques contre l'autoroute peut le faire et est fondée à le faire. Et ce serait bien qu'on soit le plus nombreux possible. Tout club, toute association, tout résident, toute personne qui a un intérêt à agir peut le faire. La remarque, ça peut être « je ne veux pas d'autoroute qui va apporter des nuisances devant chez moi », etc. Et c'est important qu'il y en a. Et ce sera lundi 11 juillet, la clôture de l'enquête publique. Et il sera en mairie le lundi 11 juillet. Oui. Voilà, de 11h à 15h. Noël le surveille. Voilà. Mais si on peut coller et agrafer normalement également des remarques, donc on peut les préparer chez soi. Et le tout, c'est le mieux de le faire devant le commissaire enquêteur pour qu'il vous dise ce qu'il a fait. On a connu des cas de papier qui étaient joints, qui se décollaient ou qui, malheureusement, l'agrafe ne tenait pas et c'était malheureux, mais c'était comme ça. Voilà, et il y a le site internet par lequel on peut le faire. Mais là aussi, il y a des mails qui n'arrivent pas ou des trucs qui sont régulés. Urbanisme, un panneau de précommunication sera mis pour l'îlot 14, c'est une bonne chose. On avance et à la rentrée, l'acte de vente du terrain sera signé pour 465 000 €. Donc on continue d'avancer. Je remercie Fabrice Barbe qui est très présent sur ce dossier, très poussé également par Fadila Benamara, qui s'exclame « Quelle bonne nouvelle !» à chaque fois qu'il y a une demi-virgule de neuf dans un texte, mais ça nous encourage, c'est une bonne chose, Fadila. On en est à prendre les cahiers de tendance, c'est-à-dire les inspirations architecturales et urbaines qui permettront au plan d'être déposé. On a un permis de construire qui est déposé normalement. Même chose que l'acte rentrée, en septembre, et donc normalement on a des travaux qui devraient commencer, j'imagine, en janvier-février 2017, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On tient nos... Comment ça s'appelle ? Nos calendriers, la corde aussi. La gare sera inaugurée, la case m'a demandé une date que je lui ai donnée, que je n'ai pas là parce que je n'ai pas mon calendrier, mais ce qui serait gentil, c'est que, voilà, grâce à la sublime Malika Waret, on ait les 3-4 dates d'inauguration qui ont lieu en septembre. Il y a les Hauts-Prés, il y a la gare, et il y a la crèche qui s'inaugurent tous à une semaine de distance. Ce serait bien qu'on puisse donner également à la presse ces dates-là. Ça leur rendrait service. J'ai cru comprendre sans du tout être taquin que nos amis qui se présentent aux élections présidentielles, peut-être, je ne sais pas, ou aux primaires, avaient très besoin que les inaugurations soient espacées et qu'elles aient lieu, je crois qu'il y en a 4. On m'a demandé qu'elles aient lieu tous les 10 jours, plutôt le mardi, lundi. Et voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Je n'ai pas compris pourquoi. Peut-être est-ce que ça a un lien avec la presse. Mais la gare sera donc inaugurée. Une très très bonne nouvelle. On l'a gardée secrète, mais on a signé un accord avec la CASE, qui est le portage d'un bâtiment de 1500 mètres carrés. C'est le premier bâtiment qui va être construit à côté de la gare. On devrait y mettre une entreprise qui s'appelle Masterno, avec 120 emplois. Alors l'entreprise Masterno fait... De la géolocalisation de véhicules. De la géolocalisation de véhicules, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est le premier bâtiment. Alors, défaut, on n'en est pas maître parce que ce n'est pas nous qui le portons. Vous avez vu qu'on était un peu serré question argent. Si on avait dû porter un bâtiment, ça aurait été compliqué. C'est donc la CASE qui le porte avec l'EPFN. Et donc, c'est le premier bâtiment qui se créera aux normes, normalement, du bâtiment de formation sanitaire qui va se créer, parce que celui-ci, c'est nous qui le créons de l'autre côté de la route, qui est fait par Madame Naïma, si je me rappelle bien, aux normes également de construction de la gare et, mon Dieu, et du centre technique. Nos amis de SPI ne sont pas pour rien là-dedans, non, c'est pas les mêmes. C'est les anciens Batignolles, tandis que vous êtes Trindel. Ouais, c'est ça. Voilà. On donne un peu son âge quand on dit SPI Batignolles, SPI Trindel. Voilà, mais c'est SPI Batignolles, c'est ça. Oui. Voilà. Et c'est un spin-off, ça n'a plus rien à voir. C'est les cadres de la construction de BTP qui ont racheté leur entreprise, et c'est les cadres de l'électricité et l'éclairage qui ont racheté la leur. Ensemble ? Non, contre eux. Ah bon, contre vous ? Ah merde alors. Oui, c'est une histoire triste quand on y réfléchit bien. Moi, quand j'étais petit, SPI Batignolles, ça voulait dire quelque chose, hein, SPI Trindel, SPI Batignolles. Voilà. Bon, donc il y a ça. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et l'entreprise Harmonia, qui est un centre d'appel, devrait rejoindre dans ce bâtiment. Donc ça veut dire que théoriquement, on a des emplois de plus. Et c'est une bonne chose. Sanofi Pasteur a déposé en juin
et ils ont obtenu les crédits, l'agrandissement pour le B33 et le B44. Et la serre chauffée avance. Je remercie Géraldine de Liancourt, je crois, qui est très branchée sur ce sujet, et les services, David Fontaine, Charlie Roy et Fabrice Barbe. Le but est de monter le projet avec Agilops et Dalkia et de faire en sorte qu'on ait, y compris pour les ingrédients dont on a besoin en cosmétique ou en pharmacie, une serre chauffée qui permette à un certain nombre de plantes dont on a besoin pour faire des expériences d'être là. C'est des circuits courts où je ne m'y connais pas. Et il est certain qu'il y aura également une petite plantation d'orchidées pour Géraldine de Liancourt, spécialement pour elle, qu'on fera dans un coin, s'il reste de la place. S'il reste de la place. Voilà. Sur un terrain, autant le dire en conseil municipal, qui pose problème, qui est le petit terrain sur lequel il y a toujours, 4 fois par an, des gens du voyage, contre lesquels nous n'avons rien, à peu de distance du terrain d'accueil. On a mis 2 entreprises qui sont Chaufféo et Agéose. Agéose étant le géomètre qui est actuellement au rond-point des Clouets, qui s'est fâché un petit peu, je crois, avec l'entreprise de commissaire aux comptes, audit, qui était là. Ils partageaient un étage. Enfin, ils ne sont pas fâchés. Je crois aussi que l'audit marche bien, le commissaire aux comptes marche bien. On a toujours voulu que ce soit un terrain tertiaire, cet endroit-là. Et du coup, il a besoin de place. Et ils se mettent là dans des bâtiments qu'on essaie de faire de manière assez correcte, mais qui viennent là aussi apporter des choses. Et puis, vous savez que Médicité, c'est le déménagement de 3 docteurs qui vont s'installer à l'hôtel des 4 Soleils, ce qui veut dire qu'il va y avoir un cabinet médical assez étoffé qui va s'installer sur la rue du Pas des Heures, ce qui, en termes d'activité, va être une bonne chose. On est en négociation actuellement avec la CASE, là aussi, pour de même qu'elle porte ce bâtiment qui est à la gare, elle porte le bâtiment des 4 Soleils. Le problème, c'est que le bâtiment des 4 Soleils, on l'a porté nous avant. Donc il y a une reprise de dette, des reprises de charges, donc il faut bien négocier qui reprend quoi. Et donc c'est évidemment plus long, mais ce sont plutôt des bonnes nouvelles. Le docteur Bourrez va s'installer à côté de la pharmacie Mannheim. Les travaux d'extension vont débuter. Montveto, les travaux commencent en juillet, donc un vétérinaire au coin de la Voie Blanche et de la route des Falaises, qui est plutôt une bonne chose. Avec 18 logements, 10 pour la 6 loges et 8 conservés par le propriétaire. On est bien dans la parole donnée à nos voisins qu'on est en dessous de la répartition logements sociaux, logements privés, que connaît la ville, de telle manière que ça fasse baisser le total des logements sociaux. Voilà. Quant à Nexity, moi je suis très heureux parce qu'on a validé le bâtiment de Manuel Gautran, qui est un bâtiment tout vert, qui est le premier bâtiment qui commencera à se dresser devant la gare, d'où PMF. Vous entendez que devant la gare, à côté de PMF, il y a à la fois des entreprises, des logements qui se font. Avec une belle bataille, c'est qu'on a réussi à mettre dans un silo en dessous du bâtiment, grâce au fait qu'il est inondable, pas le bâtiment, le terrain, les garages des voitures, ce qui est quand même un problème, vous le savez, dans notre commune, de faire en sorte que tout bâtiment ou toute activité ne soit pas précédé de 200 places de parking aérien. Et donc c'est plutôt une bonne chose. On vous montrera des photos dès qu'on le peut. Dès qu'on aura le dernier jet. Voilà. Et puis le hall d'accueil de la piscine, on va en sortir théoriquement. Je regarde Rachida. En mettant les travaux à la charge de l'entreprise défaillante. Et enfin, le poste de police. Ceux qui n'y croyaient pas, la vêture sera posée à partir du 11 juillet, ce qui est quand même une très bonne nouvelle. Il y a un deuxième bâtiment de Nexity qui est fait dans la dent creuse, qui est devant le collège, devant le lycée Marc Bloch, mais qui normalement démarrera après celui qui est devant le lycée. J'essaye de faire converger les moyens du côté du collège PMF, de telle manière que ce que nous avons dit se fasse et que nous tenions parole, et que si des gens ne tiennent pas parole, ce ne soit pas nous. L'éco-crèche, nous en serons propriétaires définitivement le 27 février, ce qui veut dire qu'il y aura 30 berceaux de plus sur Val-de-Reuil, ce qui est quand même une bonne chose. Je crois qu'elle se construit de manière assez jolie et assez importante. C'est quelque chose qui est bien. Et puis il y a toute une série de travaux qui vont être faits au dernier trimestre de 2016, et notamment le fameux trottoir devant l'école du Puy-Volet, qui sont des choses qui sont importantes et qui sont demandées depuis longtemps. Je voudrais remercier tous ceux qui y ont travaillé. On est les seuls du département à avoir, dans le cadre du rapprochement entre la police et les citoyens, vous vous rappelez que c'était une action que Daniel Vaillant, ministre de l'Intérieur, avait beaucoup lancé. Il y avait ceux qui avaient plaisanté, Nabil, sur le fait que c'était que des matchs de foot à une époque. C'est créer entre les jeunes de la ville et la police des activités communes, ou en tout cas de sensibilisation à ce qui sera des forces de l'ordre. Et donc, on va d'abord, Jean-Claude Bourbeau n'est pas là, mais je crois que Jérémy Sassin sera encore mis à l'épreuve. On va faire des scénarios policiers jeunes. Alors, il faudra que les policiers ne jouent pas le rôle des policiers et les jeunes le rôle des voleurs. Ça sera un petit peu embêtant, mais ça s'appellera Cinépolis, Métropolis, Cinépolis. Et ce sera
fait avec le commissariat et avec le service jeunesse. La deuxième chose, on va faire, c'est plus lourd, profession police, c'est-à-dire que nos policiers vont venir se présenter dans nos collèges, il y en a encore 2, et puisqu'on est à 70% au Vaudreuil, dans 3 collèges également, celui de Vaudreuil et dans les écoles. Et puis quelque chose qui s'appelle Regard croisé, sera quelque chose davantage sur la citoyenneté qui verra la police et les jeunes discuter de ce que sont les tâches de sécurité, comment on s'adresse à un jeune, comment on lui demande son identité, etc. On est donc subventionné par le FIPD et on est les seuls de tout le département. Je sais bien que tout le monde est très attaché à la police. Je lis des déclarations des maires partout, et ça doit être vrai, notamment dans les 3 villes plus grandes que la nôtre. Mais je ne vois pas toujours des opérations. Et donc nous avons fait cette opération. Je pense qu'il y a pas mal de conseillers municipaux qui sont dans cette histoire et je les remercie. L'ANRU, c'est fait. Ce sera fait le 19 septembre. On aura une maquette validée et on pourra commencer donc les travaux. Si quelqu'un est près de la veste de... Téléphone qui sonne. Non, c'était pas votre veste. Ça peut vous arriver aussi. Conseil citoyen, je pense que ça se passe bien, Fadila. Oui, tout à fait. Et la prochaine réunion aura lieu le mardi 13 septembre. Là aussi, il y a beaucoup de réunions. Le programme de réussite éducative, on aura une subvention de 100 000 € pour un coût prévisionnel de 225 000 €. Ce sont des choses qui sont importantes. Je crois que le comité de pilotage du 21 juin s'est bien passé avec toi et qu'on est là aussi considéré toujours comme assez pilote. Je signale néanmoins, et je voudrais le dire tout de suite au conseil municipal, que cette année, nous ne validerons prioritairement pour les camps des jeunes et pour les vacances, pour les classes de vertes, etc., prioritairement ce qui se passe dans l'Eure, puisque le département a pris une mauvaise mesure, là aussi. C'est que le département, alors je comprends ce qu'on peut dire de manière assez démagogique là-dessus, le département ne finance plus que les classes de loisirs et les classes vertes et les classes de neige qui ont lieu dans le département. Pour les classes loisirs et les classes vertes, c'est assez facile. Pour les classes de neige, on va avoir du mal. Et ça veut dire qu'il n'y aura plus d'argent départemental pour envoyer des enfants découvrir ce qu'est la neige, une station de sport d'hiver, la montagne, même s'ils ne le peuvent pas. Donc ça veut dire qu'on revient à la bonne vieille méthode qui semble aller aux conseillers départementaux majoritaires, parce qu'une majorité et une opposition, ça a un sens. Ceux qui pourront partir au sport d'hiver partiront, et c'est une question de sport et de jeunesse, et ceux qui ne pourront pas ne partiront pas. Ou alors il faudra qu'on fasse un effort exceptionnel pour payer la totalité du déplacement. Les chantiers jeunes, monsieur Cancalon, sont partis. On les a vus repeindre au milieu de la semaine le mur bleu du centre de loisirs de la Voie Blanche. Le problème, c'est qu'il y a un balcon rouge qui est devenu rose et fatigué au-dessus. Et donc, ils l'ont peint, heureusement, mais c'est comme je l'avais fait remarquer. Quand on repeint quelque chose, il faut repeindre quelque chose à côté. C'est ça le problème. Ils ont raison. Et puis, on a, je crois, je parle sous le contrôle de ceux qui suivent ce sujet, je crois qu'on a nos 3 emplois civiques qui sont dans l'assistance. Alors, je vais leur demander de bien vouloir se lever. Madame Bastien me dit oui, Madame Lebrun me dit oui. Alors, je sais qu'il y en a, elles sont un peu timides pour certaines d'entre elles. Alors, Yasmine Chambrier, elle va accompagner les enfants au service petite enfance, principalement des travaux sur la santé. Alors, Yasmine Chambrier, vous avez quel âge? Vous avez 21 ans. Le service civique, alors, Rachida, c'est toi qui t'en occupes Non, c'est qui C'est service jeunesse. Benoît? Et puis CCS. Oui, bah, est-ce que quelqu'un en dit un mot gentiment ou Benoît Bon, là, je ne veux pas dire un mot gentiment. Non. Non, mais au CCS, à l'Espagne, on a deux emplois civiques. Alors, c'est Brenda Langlais et Émilie Lecomte qui ont quel âge? Alors, ça fait 18, 21, 22. Donc, ils sont sous la responsabilité de Christine Lebrun et de Patrice Comont, et ils vont être en charge des... Bon, et elles sont passées, normalement, tout le monde est passé dans mon bureau, et il y a une promesse que s'occuper des enfants, s'occuper des personnes âgées, c'était un peu un devoir, hein, et que donc j'ai eu les engagements civiques de ces jeunes filles qui m'ont dit qu'elles allaient être assidues, travailleuses, intéressées, engagées, motivées, rigoureuses. Donc moi, ça m'a suffi parce qu'elles me l'ont dit avec un grand sourire et les yeux droits dans les yeux. Voilà, j'ai demandé à Madame Langlais 3 fois si elle était parente de la chef de l'état civil. Elle m'a dit que c'était une homonymie. Donc si je vous trouve cousine à la 8e génération, ça va barder. Et donc ces 3 jeunes filles qu'on aide dans le cadre du service civique. Et j'en suis très content. Bravo en tout cas à vous 3. Et on vous remercie de vous engager comme cela. Voilà, on en est. Juste quelques dates que je vais vous donner. Donc mercredi 7 septembre à 10h30, première pierre de la maroquinerie Hermès. Vous avez eu par chance, il y a 2-3 murs supplémentaires qui se sont effondrés, des bâtiments qui devaient être gardés. 7 septembre, 10h30,
C'est un mercredi et c'est la première pierre de la maroquinerie Hermès. Et on nous a demandé une salle pour faire un grand raout, monsieur Barbe. Et évidemment, moi, je ne veux pas trop parler à Hermès. Déontologiquement, c'est compliqué pour moi, donc c'est vous qui leur parlez, ou monsieur Coquelet ou madame Duvalet ou monsieur Coquelet. Et il faut être gentil et aimable avec eux, mais faire ce qui se fait, je veux dire, il ne faut pas non plus... voilà. C'est peut-être mieux, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait une notion que je comprends un peu de standing. Non. Et le théâtre, il faut en causer. Deuxième inauguration, le 8 septembre à 18h. C'est la crèche de Maigremont, qui s'appellera dorénavant comme ça. Jeudi, la crèche de Maigremont, à 18h, le jeudi 8 septembre. Le samedi 17 septembre à 10h, c'est la gare SNCF, la crèche interentreprise de Maigremont, qui est à l'entrée de la ville et qui a été faite par le remarquable monsieur Couillard, Claude Couillard. Et donc j'ai encore la polychromie dans mon bureau. La gare SNCF, mercredi 20 septembre à 17h. Ah non, samedi 17 septembre à 10h, pardon. Et les Hauts-Prés, donc vous vous rappelez que vous avez été dans une salle de réunion où vous êtes réunis en réunion de majorité, au Hauts-Prés, qui avait lieu, une réunion de bureau plutôt, le mardi 20 septembre à 17h. 7 septembre 10h30, Hermès. 8 septembre 18h, crèche de Maigremont. 17 septembre à 10h, gare SNCF, 20 septembre à 17h, les Hauts-Prés, ce qui fait donc une tapée d'inauguration avant les primaires de l'UMP. Voilà. Voilà. Pardon ? Il y en a beaucoup, voilà, ça en fait beaucoup. Voilà. Dernière chose qu'on me dit de bien vous indiquer, c'est qu'il y a un grand rendez-vous le 13 juillet à 19h30 pour former, devant les Chalands, pour former une grande foule qui est... cette histoire de couleurs qui va se tenir lieu. Comment ça s'appelle déjà ? Color of Times. Il y a beaucoup de gens qui ont répété. Ça a l'air assez extraordinaire. Benoît, une répétition où ça ? Théâtre de l'Arsenal. Au Théâtre de l'Arsenal, 10h à quelle heure ? Le quel jour ? Midi et demi, mercredi. Le 13. C'est presque la couturière, alors on va regarder si tout se passe bien. Et ce sera très beau. Je rappelle également qu'on a le 14 juillet, on a évidemment la fête nationale. Il y a une chose un peu particulière qui se passe, c'est qu'on va recevoir la députée britannique qui a voté normalement pour le Remain et pas pour le Leave, qui est la députée Labour de Workington, qui est une dame qui s'appelle Susanna. Si quelqu'un m'aide, ça m'aiderait, mais on ne va pas y arriver. Donc, il faudra être très gentil avec eux. Et nos amis anglais, pour montrer leur attachement à l'Europe, viennent très nombreux, normalement. Et donc, il va falloir que chacun se mobilise. C'est Houssen qui m'a donné ça en SMS, voilà. Je ne sais pas plus que vous, ou pas plus, pas moins. Et donc, il va falloir qu'on se mobilise pour les accueillir. Le 12, ils viennent le soir. Le 13, vous avez des infos, vous Le 14 Le 15. Bon, donc il va falloir qu'on se mobilise pour les recevoir, les accompagner, les amuser. Je sais, c'est ce qu'il m'a dit à l'instant quand je lui ai dit de m'en parler un tout petit peu, parce que moi j'organise ça avec madame ma chienne directement aussi, donc il faut qu'on se... Voilà. Et puis je crois que c'est à peu près tout. Il y aura des lanternes volantes dans lesquelles on attachera les Anglais. Un feu d'artifice musical à 23h au Parc Sud. On espère qu'il sera suivi et qu'il fera beau. C'est le 13, avant le 14 juillet à 10h45, la cérémonie patriotique et le lancement de la première projection de Ciné-été. Voilà où on en est à peu près. Pardon ? Et le repas partage le 9 juillet, très important, samedi, après-demain, où j'espère que tout ça est sur les panneaux lumineux, faire une affiche, etc. Voilà. On va accueillir, si vous voulez bien, nos amis de Val-de-Lume qui doivent nous faire un petit compte-rendu. C'est obligatoire. C'est un rapport de... Comment ça s'appelle ? De PPP. Et on engage tout de suite Jean-Jacques sur la première délibération, qui est le contrat de partenariat public, si vous voulez bien. Oui, mais je crois qu'il y a une présentation. Voilà, c'est ça. Donc on l'en est et on enchaîne tout de suite. Absolument.
Bonjour. Ça y est. Bonjour, donc comme chaque année, nous sommes là pour vous présenter le rapport d'activité pour l'année échue, donc pour l'année 2015, pour le partenariat public-privé avec la ville de Val-de-Reuil qui porte sur l'éclairage public et les réseaux de vidéocommunication. Donc rapide historique. Donc la société Val-de-Lume, c'est donc la société exploitante qui regroupe SPI et SOGIR. SPI pour l'entretien et les travaux d'éclairage public et SOGIR pour la partie réseau de vidéocommunication. Donc l'année 2015 est une année un peu moins chargée que les années passées, étant donné que les travaux de reconstruction sont désormais finis. Donc on est plus dans une maintenance et un entretien préventif et curatif. Donc les faits marquants, je les ai énoncés sur cette petite diapo. Donc la fin de l'avenant 4 avec les travaux de sécurisation du pont de l'Eure. Un certain nombre de renouvellements de réseaux enterrés de façon à éliminer des pannes récurrentes. Donc rue de Maigremont, toute la partie coordination des renouvellements de réseaux de façade avec les travaux qu'a effectué IBS sur les immeubles GIPN. Le renouvellement sur la partie rue du Conquérant, rue du Moulin-Bachelet, première phase, étant donné qu'on a encore quelques petites problématiques que l'on réglera cette année. Également le remplacement des luminaires donc sur le théâtre des Chalands par des luminaires un peu moins énergivores, donc à LED. Le raccordement au réseau d'éclairage public des luminaires du théâtre de l'Arsenal. Et donc une partie renouvellement des réseaux de vidéocommunication pour mise en conformité avec la normalisation ARCEP. Voilà un peu les temps forts de l'année 2015. Donc en termes d'organisation, pour ceux qui auraient pu... ceux qui vous auraient oublié. Voilà, tout à fait. Donc comme je vous le disais, Val-de-Lume qui englobe SPI et SOGIR. SPI sur la partie réseau de vidéocommunication... réseau d'éclairage public et SOGIR sur la partie réseau de vidéocommunication. Donc tant pour les travaux que pour la maintenance. Avec bien sûr des partenaires locaux pour divers travaux, notamment des petits travaux de réfection de voirie, confection de coffrets. Donc sur le volet gestion énergétique, donc qui fait partie de nos engagements. Donc il y a un engagement qui était une réduction initiale de 400 on devait réduire à minima de 461 MWh la consommation annuelle. Objectif atteint, la consommation a baissé de 611 MWh par an, soit 28% d'économie pour un engagement initial de 22%. Vous voyez ces chiffres qui sont assez synthétiques. Il y a deux volets, donc le volet périmètre soumis à engagement, c'est donc les luminaires qui ont été reconstruits. Il y a aussi les autres qui sont venus se raccrocher, qui sont issus de projets connexes. Sur la partie maintenance, donc là c'est une petite présentation assez rapide de l'outil que nous utilisons, parce que les armoires d'éclairage public de la ville sont connectées sur le réseau fibre optique de la ville, de façon à pouvoir dialoguer, à ce qu'on ait une visu très rapide des points en défaut et pouvoir intervenir au plus proche du besoin, ou suivant les pannes qui nous sont remontées également à travers cet outil par les équipes des services techniques. En termes de maintenance, là c'est un petit récapitulatif sur la partie éclairage public des pannes qui sont survenues, et elles sont donc catégorisées classifiées suivant leur origine, donc des lampes défectueuses, 22 interventions sur l'année 2015, un petit peu plus qu'en 2014, quelques pannes d'armoire en disjonction, des sinistres en nette baisse par rapport à l'année 2014, une année assez calme on va dire, et donc un global d'intervention de 49 interventions de maintenance curative contre 56 en 2014. Ça pour le réseau d'éclairage public. La partie réseau de vidéocommunication, Olivier, tu veux dire un mot ? On est en baisse sur le nombre de pannes par rapport à l'année 2015, surtout sur la partie, je dirais, sur la partie du réseau, surtout sur la partie au niveau du traitement. Il y a eu quelques dysfonctionnements sur la partie électrique, mais on a fait également cette année-là une remise aux normes par rapport à l'ARCEP afin que le réseau soit complètement conforme, a été réceptionné avec Orange, plus parce qu'on passe dans les fours Orange, plus avec l'ARCEP afin d'être conforme par rapport au projet départemental. Voilà.
Il y a eu également une rénovation, enfin pas une rénovation, une adaptation de la tête de réseau, parce qu'au mois d'avril, comme vous l'avez tous vu, la télévision est passée en HD, en haute définition. Donc il y a eu une adaptation de la tête de réseau. Et ici, sur Val-de-Reuil, il y a une particularité, c'est-à-dire qu'afin que les personnes n'aient pas à investir dans un adaptateur, il y a eu une adaptation en tête de réseau de façon à pouvoir continuer le signal SD, enfin numérique, et HD, haute définition, qui est aujourd'hui la nouvelle norme. De ce fait-là, l'ensemble de la population au niveau de Val-de-Reuil n'a pas eu d'investissement à faire au niveau de la télévision. Il y avait juste un réglage de télévision à faire. Voilà. Donc il faut savoir que ça a basculé le 5 avril. Bon, maintenant, tout ça, ça a été réalisé et est opérationnel. Voilà. À noter également que le réseau optique ville permet d'autres services parallèlement à la télévision. Et notamment, cette année, ont été raccordées sur ce réseau optique les 12 nouvelles caméras déployées lors de la 3e phase de sécurisation. Donc ce réseau optique a vraiment des fonctionnalités qui sont mises à profit et permettent de limiter les coûts, notamment sur les réseaux de communication qui pourraient être dédiés aux caméras, alors que là, ils sont déjà existants. Voilà. D'ailleurs, une règle un peu générale, qu'on utilise la fibre comme le réseau de tout ce qui est passage d'informations, et qu'à chaque fois, ça nous permet de faire une économie par rapport à tous ceux qui doivent tirer des câbles ou tirer des réseaux. Voilà, c'est une infrastructure qui est bien développée. Je suis stupéfait par le nombre de fois où je signe, où je vois qu'une entreprise, un collège, un poste de police, une gare SNCF utilise le réseau de fibre que vous avez tiré pour des usages privés, mais qui sont là pour ça. Et parfois, quand on s'inquiète, parce que c'est vrai que ça met du temps avec le département, de voir arriver jusque dans les maisons la fibre, et qu'on dit le réseau sert beaucoup, et ce qu'il faut, c'est que dans l'année et demie qui vient, il serve aux particuliers. Voilà, mais il y a plus de 25 bâtiments, enfin tous les bâtiments communaux sont raccordés sur le réseau. Et puis ça peut permettre de faire des interconnexions et des économies au niveau de toute la partie télécommunication. Donc ça, c'est un petit bilan sur les différents travaux de reconstruction qui restaient à exécuter. L'avenant 3 est terminé. À noter, il apparaît encore aujourd'hui parce qu'à ce jour, il reste toujours 9 havanes qui sont disponibles pour les projets de la mairie. Donc suivant d'autres projets qui pourraient venir, ils sont à disposition. L'avenant 4, lui également, a été terminé avec les travaux du pont de l'Eure qu'on va voir un petit peu plus en image, qui est plus sympathique, je pense. Donc, une autre réalisation, donc là, c'est la partie rond-point des Sablons. Malheureusement, on a pris la photo avant que la sculpture ne soit mise. Ouais. Ah, c'est plus joli quand même. Enfin, pour nous, on apprécie mieux l'éclairage. Un petit peu. On va mettre la suivante, elle est plus jolie. Il y a aussi une solution qui consiste à passer la nuit. Pardon ? Une solution qui consiste à passer la nuit. Oui, aussi. C'est plus simple. Et on verra la sculpture, contrairement à cette photo. Donc le pont route de Seine, le pont de l'Eure, donc sécurisé de façon à sécurisé par son aménagement et également par la lumière pour les usagers piétons et cyclistes. On avait une réunion de travail juste avant sur la voie de Lorée avec M. Aurière, que je remercie, M. Barbe, que je remercie également, qui va arriver et qui va nous permettre de refaire la route du cimetière. Ça, c'est la bonne nouvelle. On va accéder directement au cimetière par la chaussée de Ritterud. C'est vraiment une très très bonne nouvelle, et il y a un rond-point qui va être positionné sur la voie blanche à la hauteur des écuries de Christian, comment s'appelle-t-il déjà, Philippe, et ça c'est une très bonne chose, mais on va essayer de ne pas en faire ce qu'on appelle une chinte, c'est ça, et donc il y aura beaucoup de béton désactivé, et il y aura évidemment une piste cyclable qui va arriver jusqu'au bassin d'essai des Carèdes, mais on va essayer de choisir ce petit modèle d'éclairage. Alors je voulais vous remercier, qu'on a testé avec vous. Alors j'espère que c'est vous qui aurez le marché, je sais pas comment ça. Oui, oui. Voilà, bon. Enfin, non, ça c'est une bonne question. Ah bon, je trouvais que la manière d'avoir les marchés à la case était plus facile qu'avant. Ah non, on a En tout cas, on va utiliser ce petit modèle pour en faire des endroits un peu charmants, un peu tranquilles, et pas donner l'impression que la voie de Lorée est une voie de contournement de Val-de-Reuil. Parce qu'on ne voudrait pas qu'il y ait des tonnes de voitures qui y passent. Donc ce que j'évoquais tout à l'heure, donc nous avons
Ça, c'est assez transparent d'un point de vue économique, parce qu'on a considéré ça comme des remplacements de lampes. Pour nous, c'était plus avantageux, étant donné que les lampes qui étaient installées sur le théâtre des Chalands étaient très chères. Et d'un point de vue économie d'énergie, on a divisé la puissance installée par 5, en installant tout simplement des projecteurs à LED en lieu et place des grosses ampoules qu'il y avait pour le théâtre des Chalands. Donc, ce qui fait un éclairage aujourd'hui un petit peu plus blanc que par le passé, mais beaucoup moins énergivore. Oui. Les sinistres, donc ça, ce sont les balances qui correspondent au montant engagé durant l'année 2015 échue et les années passées. Donc tant sur la partie éclairage public que réseau de vidéocommunication. Le détail de tous ces quelques sinistres, parce qu'il n'y en a pas non plus beaucoup, hein, il y en a 11 en réseau d'éclairage public et 2 en vidéocommunication, sans dans les rapports annuels complets que vous avez ici à votre disposition. C'est des sinistres, c'est-à-dire c'est des déprédations du réseau? Là, c'est plus souvent des impacts de véhicules dans un lampadaire. Non, mais ma question est assez... Effectivement, ça porte à une dégradation du réseau. Ma question est assez précise. Quand il y a une vandalisation ou une déprédation du réseau volontaire, est-ce qu'elle est dans les sinistres? Elle est mise dans les sinistres s'il n'y a pas de tiers identifié. Dans tous les cas, il y a recherche de tiers. Et dès lors que le tiers est identifié, elle n'est pas imputée dans les sinistres. D'accord. Il y en a combien au total de vandalisation ou de déprédation de mâts? 11. Sur l'année passée, 11. Bon, c'est juste pour rappeler à certains qui s'en souviennent, les chiffres, les résultats à 3 chiffres qu'on avait sur les anciens mâts, qui étaient les DO 400, c'était pas 11, c'était 150, ou c'était 11 par semaine, et M. Barbe qui a le sens de l'humour. Donc on a bien tenu, je pense, la parole que vous nous aviez donnée, c'est que ce matériel qui était plus cher à l'origine trouve son économie par le fait qu'il intègre sa maintenance et ses réparations, qui nous fait faire de colossales économies d'électricité, oui. Et que par ailleurs le pari qu'on avait eu fonctionne, c'est qu'il est peu ou pas abîmé, et que dans ces trucs abîmés, il y a parfois tout bêtement la voiture qui rentre dedans, et ça, on n'y peut pas grand-chose. On y travaille quand même avec les services de la ville, étant donné que des fois, quand on voit que c'est récurrent, on est sur une zone un peu accidentogène, des sorties récurrentes, on fait des petits aménagements, notamment on a installé des gros galets, des grosses pierres, de façon il y avait un mât qui était percuté souvent. Très bien. Des petits aménagements simples, mais qui permettent de sécuriser les choses. Donc ça, ce sont les synthèses des provisions. Il y a différentes provisions qui permettent de pourvoir aux besoins de renouvellement de réseau que j'ai évoqués tout à l'heure, notamment rue de Maigremont, et de façon à ce que tout ça reste très transparent pour la ville et sursoir à tout besoin de renouvellement de réseau qui s'avérerait être défaillant parce que les réseaux évoluent et continuent de vieillir. Donc en synthèse, un renouvellement sur l'avenue des Falaises, des appareillages qui étaient dans le luminaire qui n'avaient pas été remplacés durant le PPP, qui étaient devenus défectueux. Donc ceux-ci ont été remplacés. Niveau renouvellement vidéo, rien à signaler. Renouvellement réseau électrique, c'est ce que j'ai évoqué, les différents réseaux, les différentes rues évoquées en début de présentation. Et je vois moins d'armoires ouvertes, je me trompe ou pas? Il y en a peu d'ouvertes maintenant. Oui, c'est ça que j'essaie de vous faire dire. Il y en a qu'une qui voilà. continue de nous embêter un peu, mais on l'a ceinturée avec de l'acier, comme ça maintenant. Voilà, donc là aussi, en termes de sécurité pour les enfants, je rappelle l'époque où il y avait beaucoup d'armoires ouvertes, ça nous a quand même, ce changement de matériel et ce changement de type nous a quand même là aussi, en termes de sécurité, largement avancé. Tout à fait. Et je vous ai épargné la liste de l'an dernier avec les montants illisibles. J'ai laissé en synthèse les masses financières représentées donc sur l'année et en cumulé, de façon à ce que vous ayez une répartition graphique, l'ensemble des chiffres étant de nouveau disponibles dans le rapport complet. À noter donc la masse principale étant l'amortissement du renouvellement du matériel qui a été fait il y a quelques années. Et après, donc, on vient essentiellement sur les frais de maintenance. Voilà. Merci, M. Allôme. Monsieur Coquelet. Donc, merci pour cette présentation. J'ai peu de choses à ajouter, si ce n'est de rappeler que ce rapport a été soumis le 30 juin à la Commission des services publics locaux, qui a donné un avis favorable. J'apporterai, si j'ose dire, n'y voyez pas de jeu de mots, juste un éclairage. À l'occasion de cette réunion, M. Amsalem posait une question tout à fait pertinente qui concernait
les avenants à venir. Pour le moment, il y en a eu 4. Et ma réponse avait été quelque peu elliptique, c'est pourquoi je profite de l'occasion pour la compléter. Il y en aura d'autres, des avenants. Il y en a 2 à venir, assurément. C'est d'une part la gare, mais pour le moment, on est dans l'attente de la garantie de parfait achèvement et on n'est pas maître d'ouvrage, donc on n'a pas à l'intégrer. Et ensuite, même problématique concernant l'écoquartier. Et je vous répondais que les économies d'énergie qui ont été rappelées, qui ont été soulignées par Monsieur le maire, nous permettaient de faire face. Mais j'oubliais quand même un élément important, c'est que s'il n'y avait pas le PPP, nous aurions quand même dû investir et assurer la maintenance de tout cela. Donc il faut comprendre que la réponse complète, c'est bien entendu les investissements qui sont réalisés, les travaux de maintenance qui sont assurés, plus bien évidemment les économies d'énergie qu'on nous rappelait à hauteur de 28% sur le parc existant et je crois 33% par rapport au parc initial. Voilà ce que je souhaitais ajouter. Ça me paraît important de compléter cette réponse qui ne l'était pas. À rester sur une homogénéité sur le réseau et les investissements qui sont faits. On a une réunion avec chacun des investisseurs et des promoteurs pour qu'ils réalisent les infrastructures propres à la fibre optique suivant le cahier des charges qu'on leur a soumis. Et ça permet d'avoir une coordination un peu sur les nouveaux quartiers et qu'il n'y ait pas des architectures un petit peu différentes qui le fait. Il y a une continuité un peu sur l'ensemble des choses. Et là, les investissements sont faits par les aménageurs. Tant pour la fibre que pour l'éclairage, notre rôle est également un rôle de conseil et de s'assurer que le schéma directeur d'aménagement défini par la ville soit respecté par chacun des aménageurs. Merci, Monsieur Hajman. Merci, Monsieur Allaume. C'est moi. C'est bon. Merci. Merci de ces compléments. Donc, il me reste à vous poser la question de savoir si vous souhaitez intervenir. Merci et bonsoir à tous. Alors, en dépit de la qualité de votre présentation et puis toute la technique et la technologie que vous utilisez, nous, on voit d'un mauvais œil les PPP de manière générale pour avoir un petit peu étudié ce qui se passe sur le territoire national, que ce soit pour des petites, des moyennes collectivités. Plusieurs rapports sont sortis d'ailleurs sur le sujet. Les sommes sont colossales et au gré des avenants, on va devoir... qui sont liés à l'équipement, tout simplement au point lumineux des nouveaux quartiers. On va avoir toujours des dépenses supplémentaires, des dépenses qui vont augmenter, et l'addition risque d'être très salée. D'ailleurs, on n'a pas forcément de coût bien déterminé. Donc nous, on est assez inquiets là-dessus. Les caractéristiques du PPP, c'est de confier un peu tout, finalement, aux prestataires privés. Et on y voit aussi un renoncement au pouvoir public, des pouvoirs publics, à gérer ce type de dossier. Voilà, en confiant œuvres et ouvrages. Donc pour ces raisons qui sont reconnues aujourd'hui, malgré votre travail de qualité, on votera contre. Voilà, je vous remercie. Merci. Je rappelle l'avantage du PPP. À un moment, on était dans l'ANRU et on est une petite commune. On n'est pas capable de suivre, autant le dire, et je l'ai toujours dit, en transparence, plusieurs sujets en même temps. Donc on a obtenu 2 choses. D'une part, la livraison en une année de l'ensemble des points lumineux. Je rappelle que beaucoup des points lumineux, vous vous en souvenez, avaient été montés au sommet des immeubles, et que ce que nous avons décidé ensemble, c'est de ce qu'on a appelé à un moment remettre l'éclairage au sol. Et donc on a pu le faire en une seule fois. La deuxième chose, ça nous a permis de lisser une dépense qui a été de 16 millions d'euros en 16 ans, ce qui fait 1 million d'euros, et ce qui permet d'avoir un comparatif assez clair avec ce que représentait l'investissement et l'électricité auparavant. Troisièmement, si je me rappelle bien, il y avait un METP, ce qu'on appelle un METP éclairage, qui a été signé dans les années 90 et qui ne nous était pas favorable. Là, je suis assez d'accord avec vous, il était dur celui-ci, puisqu'on n'avait pas de matériel neuf et en même temps, il nous coûtait très cher. Et donc, on a mis fin à ce METP pour avoir ce PPP qui est plutôt à la fois une économie, une accélération et une modernisation, et puis aussi un partenariat qu'on a choisi avec une entreprise en qui on a confiance. Moi, je vois M. Hajman depuis combien d'années maintenant? Beaucoup, vous allez le dire vous-même.
Voilà. Et du METP avant, peut-être. Il y avait une technologie, il y avait la fin de l'analogique, et de toute façon, il n'y avait pas d'autre solution que de développer le réseau pour contribuer à diffuser la télévision. J'avais oublié la fin de l'analogie qui nous est tombée dessus soudainement et qui était vraiment une cause qu'on ne pouvait pas prévoir. Voilà, il y a eu des tas de bonnes raisons. Maintenant, on peut faire ça. Je suis assez contre les PPP qui ne marchent pas, moi non plus. Hein, je suis d'accord avec vous. Les PPP qui marchent, je suis plutôt plus... et qui font faire des économies aux contribuables, je suis plutôt pour. On passe au vote peut-être, monsieur? Oui, tout à fait. Moi, c'est pareil. Genre, en lisant la délibération, je vois qu'on était parti sur un contrat de 13 millions, enfin 14 millions si on arrondit en 2010 sur 15 ans. Et sur les 4 dernières années, on voit que, enfin, entre 2012 et 2014, j'arrive à voir un surcoût de 2 millions d'euros. Donc ça fait 2 millions par 4 ans. Si on va jusqu'au bout, ça pourrait faire beaucoup plus. Même si ça fait 2 millions pour 4 années, je me demande si sur les 15 ans, on ne fera pas beaucoup plus. Non, je vous ai donné le prix global auquel on s'est engagé. On a un contrat. Mais si on rajoute les avenants à venir... Non, mais on ne va pas les rajouter. C'est moi qui réponds. Je signale que les 2 millions qu'on a mis, c'est les opérations neuves de la ville. Je sais qu'il y a la légende que la ville ne voit pas sa population progresser. Elle a néanmoins vu 400 à 500 logements au cours des 10 dernières années venir. Et donc les opérations neuves ont été éclairées, ce qui me paraissait assez normal. La gare a été éclairée, le parc des sports a été éclairé. Il y a 2 opérations que je regrette. C'est l'opération de la gare, où il me semble que la région et la case auraient pu partager le coût de l'éclairage, mais vous savez qu'on a choisi de débloquer la situation qui était bloquée en prenant nous-mêmes cela. Je trouve que c'est plutôt le bon. Aujourd'hui, les gens sont plutôt contents. Jusqu'il y a peu, ils étaient moins contents, mais aujourd'hui, ils sont contents. Et la deuxième opération, qui est la partie Parc des Sports, les opérations Parc des Sports, non, mais il y a 2 opérations où nous n'aurions jamais dû prendre l'éclairage. Jamais. Et les aménagements, c'est Parc des Sports et gare. Et on les a pris. Je ne sais plus qui m'avait demandé de la prendre pour l'opération Parc des Sports, mais quelqu'un qui était très impliqué dans le dossier, je ne sais plus. Et par ailleurs, à la gare, là aussi. Donc voilà, et puis en effet, on a fait des choses supplémentaires comme les écoles ou des choses comme ça, mais je ne le regrette pas. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Vous avez 4 voix. Et donc les autres sont pour. Je passe la parole à Nabil Goul en remerciant Jean-Jacques Coquelet sur la délibération numéro 2. Ah, c'est encore... Bonsoir. Alors, la délibération numéro 2 qui concerne les marchés d'approvisionnement. Comme vous le savez, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on l'a déjà évoqué il y a 4-5 mois. Et au mois de septembre, on a une commission marché et M. Si, le représentant du groupe Giraud, qui viendra pour un peu expliquer les évolutions dues aux animations, etc. Je vais juste vous démontrer que le choix de la ville de prendre un délégataire était intéressant et une économie d'argent était faite. Comme vous le savez, depuis le 1er janvier 2016, on a reconduit le groupe Giraud à reprendre pour 5 ans, une durée de 5 ans, les marchés, la gestion. Il a été mis en concurrence. On avait émis des souhaits pour que, justement, ça puisse rentrer dans nos désirs. Alors, ce qu'il y a eu depuis on va faire un point par rapport au 1er janvier 2016. Comme vous le savez, maintenant, il y a le marché du mercredi qui s'est implanté, qui a ses habitués et qui est intégré au paysage. Nous avons aussi maintenant les actions menées par le délégataire pour veiller à la propreté. Des sacs poubelles ont été distribués à chaque marchand, ce qui évite après d'avoir nos services ramassés, etc., et faire des heures supplémentaires. C'est donc une économie aussi d'argent. Ensuite, nous avons aussi créé une caisse d'animation qui sera validée en début septembre avec les commerçants, qui sera de 6 000 € par an. Avec ces 6 000 € ils serviront à faire des animations, des paniers garnis, des bons d'achat. Les consommations des fluides, c'est la ville qui prenait en charge à l'époque tout ce qui était électricité et eau, qui était utilisé par les marchands pour électricité et eau. Depuis peu, ça a été basculé au délégataire, c'est-à-dire que c'est lui qui prend en charge toutes ces dépenses-là. Les rénovations, l'éclairage qui sera au niveau du marché couvert, tout ce qui est installation remise à l'ordre du jour, tout ce qui est installation électrique et points d'eau, pareil, seront faits par le groupe Giraud. Et en fait aussi pour vous expliquer que
on aurait pu avoir un doute en se demandant si on prenait le marché directement ou si on passait par un délégataire. Là, avec les chiffres qu'on a, le compte de l'exercice 2015 que vous avez en annexe, on peut s'apercevoir que le groupe Giraud a fait 27 013 € de recettes en 2015. Nous voyons que les dépenses sont élevées à 36 699 €, ce qui est dû notamment à la nouvelle embauche de M. Garbouche, qui est là du début jusqu'à la fin de la séance, ce qui permet justement que les marchands puissent partir à l'heure et permettre au service de la ville de faire le nettoyage sans compter d'heures supplémentaires ou de traîner. Et alors du coup, vous voyez qu'ils ont un déficit, ils sont à moins 9 686 €. Ces moins 9 680 €, c'est un coût qui n'est pas imputé à la ville. Alors que si on l'avait pris, on aurait, au-delà de ça, pardon, parce que je vais revenir sur la redevance, dans les dépenses, nous avons la redevance de 4 900 €. C'est-à-dire que déjà, ils supportent les coûts, et en plus, on a 4 900 € redistribués à la ville. Avec ces éléments-là, si vous avez des questions, est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? On passe au vote. Qui est pour? Ah pardon, parce que j'ai posé la question, je me suis dit... Une fois de plus, on a une vision différente encore. Et bien entendu, sur la gestion, on en a déjà parlé, Nabil. On ne met pas en question la qualité du travail quotidien. Nous, on défend une gestion en régie. Voilà, c'est deux visions différentes. On a confiance dans le service public, dans les agents. On aurait missionné des salariés de la ville, voilà, tout simplement. Voilà pourquoi on votera contre. Voilà. C'est deux visions différentes. Vous passez au vote, Monsieur Goul? Pardon. Qui s'abstient? Merci. On passe au suivant. Monsieur Goul, le Giraud, ils ont demandé à être associés, ce que je trouve pas inintéressant, à ce qui va se faire du côté de l'îlot 14. Et ils l'ont demandé à Monsieur Barbe, et je crois qu'ils veulent simplement être mis en contact avec la maîtrise d'ouvrage, et donc c'est-à-dire le groupement Nakara Imochan, de telle manière qu'ils puissent se coordonner s'ils ont un besoin d'hydrant. J'ai vu le patron ce qui était assez impressionnant, puisque ça fait 3 générations que la famille Géraud gère là-dessus, et c'est assez fou ce qu'ils font. Ils sont dans plein de petites villes. Et la deuxième chose, c'est que si on n'était pas en régie, si on était en régie, c'est un fonctionnaire qu'on devrait payer qui ferait le travail de Monsieur El Garbouge. Monsieur Goul, allez-y, c'est bon. Oui, c'est ce que j'évoquais à l'instant, c'est que justement, on a, comme je disais, et puis je n'arrête pas de le répéter, on a les avantages, les avantages sans les inconvénients. C'est-à-dire que là, c'est pas M. Garbouge est payé par le groupe Giraud, c'est-à-dire que tout ce qui est dépenses énergétiques, etc., c'est par le groupe Giraud, les animations, c'est par le groupe Giraud, le répertoire pour ramener des nouveaux marchands, et notamment justement faire un pont, une passerelle avec les maraîchers bio, pour faire des journées à thème, etc., c'est aussi avec le groupe Giraud. Et je précise juste que le soir du 13 juillet, avec le feu d'artifice, il y aura un petit marché justement de soirée qui sera à l'intérieur du parc, une dizaine de marchands, qui sera notamment alimentaire, il y aura glace, hamburger, barbecue, etc. Il sera une dizaine, ça veut dire qu'on pourra se restaurer sur place. Très bien, n'oubliez pas de faire du sport et de manger 5 légumes ou fruits par jour, après ce que vous nous avez dit sur les glaces, les hamburgers. Monsieur Coquelet, vous continuez si ça ne vous embête pas sur la Chênaie. Bien. Monsieur le maire, tout à l'heure, évoquait déjà cette question en parlant de l'opération Next City à intervenir en face de la gare pour un petit collectif d'une 60aine de logements et qui nous permettra de bénéficier du talent d'une architecte qui est talentueuse, puisqu'elle a du talent, Manuel Gautran. Donc je rappelle en substance à ce dont il s'agit. Nous sommes sur un terrain de 3 hectares 4, sur lequel est intervenue une convention de concession en faveur de EAD pour développer un lotissement qui compte, si ma mémoire est bonne, oui, 29 lots libres. Donc on peut considérer qu'il s'agit de lots destinés à la construction de maisons individuelles, et un macro-lot, celui qui est destiné à accueillir cette opération. La concession vaut sur une durée qui court de 2015 à 2019
Et les travaux s'échelonneront sur cette période en 3 tranches de réalisation. Voilà, je vous ai rappelé l'immeuble Nexity. Et le déficit, c'est la logique de ce type de convention, le déficit de l'opération reste à la charge de la ville, c'est la contribution de la ville à l'urbanisation de ce secteur de la commune qui est un pôle fort pour notre avenir. Voilà ce que j'ai à dire. Vous avez comme moi le rapport, vous en avez pris connaissance. Est-ce qu'il y a là-dessus des interventions, s'il vous plaît? Monsieur Rousseau. Vous parlez de déficit qui est à la charge de la commune. J'avoue, je suis un peu perdu dans tous vos documents. Il est de combien, juste pour mémoire? Il sera de combien le déficit? Pour le moment, il n'est pas encore arrêté. Ce sera en prévisionnel peut-être, parce qu'on sait à peu près... on peut avoir... Il est dans le document. La réponse que je vous donnerai sera ni plus ni moins celle du document. Je prenais connaissance dans l'après-midi. Le prévisionnel est d'ordre de 360 000 €, étalé sur 4 versions. Voilà. Vous l'avez en page 15. C'est dans le texte, en bas de la page, dans le texte, hein, monsieur Rousseau. Mais je vous l'accorde, la lecture, le passage du prévisionnel au réalisé selon les différents items ne facilite pas la lecture de nos documents. Hein. Moi aussi, j'ai fait un peu de gymnastique. Je rappelle que le principe, c'est quand même qu'un aménagement, il peut être déficitaire. Je me bats depuis 15 ans pour l'expliquer à la case, parce qu'il procure indirectement des recettes qui sont la présence d'élèves, de l'assiette fiscale, du bénévole impliqué dans les associations, etc. etc. Le principe d'un aménagement de ce type, c'est qu'il est déficitaire et que la commune, d'une certaine façon, elle paye une partie de l'aménagement collectif, la voirie, les réseaux. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose parce qu'à la fin, il y gagne plus que si elle avait laissé l'initiative privée le faire. Voilà, c'est tout. La ville n'est pas passive sur une opération comme ça. Après, je suis pas. C'est vrai que l'augmentation de logement, c'est pas contre, mais c'est vrai que le déficit est plutôt gênant que ça soit encore imputé. Une opération, une fois encore, une opération d'aménagement, elle est déficitaire pour moi. Voilà. Merci. Donc, on a voté, je crois. Non, on va Pardon. voter. Mais écoutez, est-ce qu'il y a des avis contraires à l'adoption de ce rapport? Monsieur Rousseau? Des abstentions? Je n'en vois pas, donc un vote contre. Merci. On passe dans la délibération suivante qui a un lien avec le contournement Est et qui est en trois, qui est en 3 morceaux. Et d'un, je vous ai dit un mot. C'est notre opposition au contournement Est. Il faut que vous m'autorisiez à poser les recours contentieux au nom de la commune contre le contournement. Le recours contentieux sera des éléments de forme, c'est-à-dire des choses qui font tomber l'enquête publique ou tomber les arrêtés qui ont servi à établir ce chantier. Notre avocat nous demande de ne pas les mettre ni dans l'enquête publique, ni dans les délibérations du conseil municipal, dans la mesure où ce serait un peu naïf et enfantin, me-t-il dit, de les dire à l'avance. Donc les recours, qui sont publics, porteront ces choses de forme. La deuxième chose, donc, vous confirmez votre opposition. La deuxième chose, c'est que vous m'autorisez à aller donc au contentieux. La troisième chose, c'est qu'on approuve une note. Laquelle note, là aussi, le commissaire enquêteur a souhaité qu'elle lui soit déposée en premier. Je la regardais très rapidement. Elle n'est pas très compliquée. Elle manifeste notre opposition parce qu'on considère qu'au sens de l'intérêt général et de l'intérêt public, il n'y a pas de proportion entre les dommages qu'on va subir du fait de l'autoroute et le bien-être qu'elle est censée, ou les bienfaits qu'elle est censée nous apporter. Et ces dommages, ils sont répertoriés en 4, mais on les connaît. Sur le plan environnemental, au regard des exigences aujourd'hui prioritaires, la présentation et la remise en bon état des continuités écologiques, ça veut dire le rapport à l'eau et le rapport à la forêt, qui n'est pas sauvegardé, la qualité de notre paysage et de notre richesse, elle est atteinte. Deuxième point, au regard du projet urbain de la commune de Val-de-Reuil, on peut considérer que celui-ci est remis en cause. Notre projet urbain, c'est le renouvellement urbain, c'est la qualité de vie, c'est un certain nombre de prolongements de nos quartiers grâce à l'attractivité qu'on pourrait avoir auprès de classes moyennes qui décideraient de devenir propriétaires ici. On a moins envie d'être propriétaire avec l'autoroute qui passe. La troisième chose qui est indiquée,
c'est au regard de la pollution aux particules fines générée par le projet. Ça, c'est une reprise directe de ce qui est dit par l'association Non à l'autoroute. C'est la prise en compte du fait que ce serait l'autoroute à camion, parce qu'elle sera trop chère pour les véhicules légers, et que donc on aura par définition la pollution des camions qui sont des particules fines. Et la quatrième chose, c'est au regard du coût excessif des péages, entraînant au surplus une congestion de la circulation sur le réseau classique et le réseau autoroutier déjà existant. C'est la liaison que nous faisons, vous le savez, entre l'exigence de gratuité du péage dit d'Incarville, en fait de Val-de-Reuil, et l'abandon du contournement, puisqu'il suffirait que le péage n'existe plus pour qu'on trouve une fluidité qui ferait que Pont de l'Arche, etc. Alors évidemment, ça ne règle pas le problème de Rouen, mais ça règle notre problème. Et c'est ça que nous disons. Voilà la note qui sera déposée demain sur le bureau du commissaire enquêteur. Donc 3 choses: manifester une opposition, accepter qu'on fasse un contentieux et déposer une note qui sera une note évidemment négative d'observation de la commune qui s'opposera globalement. Enfin, tout ça, on l'a, je crois, beaucoup vu. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Non, elle n'est pas jointe pour ce qui a été dit au début et ce qu'on a dit là, mais elle vous sera donnée. Alors, dès qu'elle est déposée chez le commissaire enquêteur, on y va à quelle heure? C'est samedi qu'on le voit. J'arrête pas de penser que demain c'est samedi. Non, mais c'est samedi qu'on voit le commissaire enquêteur. Donc, à quelle heure? Samedi, fin de matinée de mémoire. Si on peut la distribuer par Internet immédiatement à tous les membres du conseil municipal. Pardon? Pas compris. Excusez-moi, mais je n'ai pas compris. En conformité avec l'opposition à non l'autoroute. Oui? Elle s'est prononcée pour. Sous d'autres modalités. Oui. Si c'est plus ferme. Oui, d'accord. Nous, on n'en veut pas, quoi. D'accord, ok, si vous voulez, oui. Enfin, l'agglo, elle est globalement... Si on fait de la politique, l'agglo, elle est globalement pour parce que ça passe pas chez eux. Et vous avez entendu M. Priolo et M. Leroy qui étaient pour. Voilà. Bon, ok, on fera ça. D'accord. Oui. D'accord. On précisera qu'on l'avait dit avant l'enquête. Oui, monsieur Amsalem, pardon. Mesdames et messieurs les élus, monsieur Jamais, vous savez, on va convaincre personne, on est tous contre cette autoroute, il n'y a pas de souci. Ça va casser ce qui fait le charme de ce territoire, il n'y a pas photo. C'est une catastrophe, pas besoin de détailler. Je voulais juste relever quelque chose. Je suis assez surpris de votre avis que vous avez donné. Vous êtes abstenu à la région. La région va financer cette autoroute parce que la région a de l'argent et la région est pour. Personnellement, et avec nos collègues, avec Anne-Marie, on sait quand ça passera à la case, on votera contre pour un soutien de la case. Vous vous êtes abstenu. Ça fait des années que vous mettez des banderoles partout, non à l'autoroute. J'aimerais qu'on ait une explication sur ce point, puisqu'on ne peut pas dire non à l'autoroute au Relais-Valois et aux alentours, et dès que c'est régional, ne plus dire non. C'est une gymnastique assez étrange. Sans aucune difficulté, puisque j'ai donné une explication de vote que vous n'avez peut-être pas lue, vous n'étiez pas là. Elle a été claire, donc je me suis prononcé. J'ai dit que quand je suis membre d'un groupe, ce qui n'est pas le cas à la case, puisque j'ai un peu l'impression que c'est nous qui animons le groupe d'opposition essentiellement, puisque vous avez vu que quand l'opposition fait des chiffres, c'est généralement que ceux qui sont autour de vous ont voté pour. Donc là, nous avons une responsabilité politique. En revanche, là, j'avais un groupe politique auquel j'ai toujours appartenu. Je n'aime pas beaucoup la dissidence, j'aime pas être dedans, dehors, sortir, rentrer, être membre d'un parti, ne plus en être. J'ai des convictions, sont toujours les mêmes depuis 30 ans, elles sont farouches chez moi, et donc j'en avais parlé avec Nicolas Maillé-Rossignol, que vous avez soutenu, qui a été votre président de région, et on a adopté une position commune, qui était, puisque le groupe disait oui, j'aurais une explication de vote, qui a été l'explication de vote du groupe, pour dire clairement non, et simplement le président m'a demandé de ne pas voter contre mon groupe, ce que je comprends. C'était la réminiscence, peut-être écoutez-vous la télévision de temps en temps ou écoutez-vous la radio. Il y a à l'Assemblée nationale ce qu'on appelle des frondeurs qui votent contre le gouvernement.
Nicolas m'a demandé, ce que je trouve tout à fait normal, de ne pas voter contre mon groupe. Ça me semblait normal. Je lui ai dit, tu auras une explication de vote claire. Et la personne qui a été, je crois, la plus décisive de ce point de vue-là, vous le connaissez peut-être aussi, c'est Frédéric Sanchez, le président de la métropole, qui m'a dit, tu pouvais difficilement t'exprimer plus contre cette autoroute que tu ne l'as fait. Alors voilà, vous pensez une chose, Frédéric Sanchez en pose une autre. Moi, j'ai fait ce que je pensais avec ma conscience et je suis clairement contre. Mais je ne vais pas voter contre mon groupe. Je ne vais pas faire plaisir au Front National en permettant à la gauche, qui est déjà très désunie, vous le savez probablement, à la région où vous travaillez, le Parti communiste vote dans un sens, les écologistes votent dans l'autre. On a réussi à conserver l'unité du groupe. Et donc je veux qu'elle soit conservée. Je souhaite qu'on reprenne la Normandie à la droite très rapidement. Mon candidat, c'est Nicolas Maillé-Rossignol. C'est notre chef de file. On essaie de travailler d'une manière à la fois intégrée, disciplinée et cohérente. Et je suis assez content qu'on ait un fonctionnement politique comme ceci. Je pense qu'on gagnera à la fin. Je pense que M. Morin est un mauvais président. Je pense que la politique de la droite est terrible. J'en ai donné tout à l'heure un exemple qui n'a pas suscité votre intérêt, qui était par exemple la fin des classes de neige, que je trouve être une mesure qui est immédiate. L'autoroute, j'espère qu'elle ne sera jamais faite par le nombre de milliards qu'elle représente et par l'action résolue. Et puis, plutôt que tous ceux qui parlent, je l'avais dit d'une fois, je préfère faire des recours, parce que des recours, ça fonctionne à un moment. Voilà. Donc, moi, mon nom, c'est un nom concret par des recours. Si j'étais double dealing, je ne ferais pas de recours. Je l'ai fait ouvertement et on a mis des moyens considérables. On y a beaucoup travaillé. On a été vraiment, je crois, dans le concret, dans l'affirmatif et dans le fort, plutôt que... Voilà. Donc, c'est ça. Mais j'ai donné une explication de vote que je vous donnerai et je crois qu'elle a paru claire. Ah, vous l'avez lu. Le procès verbal n'est pas... Vous avez raison, c'est très bien de suivre par Internet les choses. Si, je vous ai dit que... Vous ne m'avez pas entendu, mais c'est pas grave. Non, j'ai pas voté contre et je vous ai dit pourquoi. Non, je pense que ce qui reste, c'est la politique et l'intelligence. Je crois en l'intelligence. Il y a des mots et des actes, exactement. Et donc ici, je fais voter contre ma commune. J'étais en liaison avec Gaëtan Levitre et Arnaud Levitre en permanence. Et donc pour eux, ça va. Ne faites pas des grimaces parce que ça défigure votre beau visage. Votre beau visage, c'est pas une insulte. On a voté ou pas? On passe aux choses sérieuses. Qui vote pour? Voilà. Qui s'abstient? Merci. Qui serait contre? Personne. C'est l'essentiel. Je suis heureux quand on vote tous dans le même sens, quand on appartient au même mouvement. Oui. On passe au parc de la Fringale. C'est le projet de délibération numéro 5. C'est assez important. Je pense qu'il faut s'attacher au vrai sujet, au sujet de fond, et avoir un peu un intérêt pour la commune. C'est le déclassement et la vente d'un terrain à Sanofi-Pasteur. Il s'agit de permettre, sur un terrain qui ne pose pas trop de problèmes, d'y construire quelques parkings. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Abstention, vote contre, vote pour. Je vous remercie. On passe aux tarifs municipaux avec la création, je pense, socialement favorable pour ceux qui s'intéressent aux tarifs du passeport loisir accueil du matin qui est proposé par Catherine Duvalet. Alors, donc, le matin, jusqu'à maintenant, nous n'avions pas... je crois que je parlais trop fort. Non, pas jamais trop fort. Nous n'avions pas de tarif du tout pour le matin. Or, la Caisse de l'allocation familiale nous faisait une remarque très positive en nous disant que si on tarifait la garderie du matin, on pourrait bénéficier d'une subvention. Aujourd'hui, on a besoin de subventions, donc c'était une remarque pertinente. Et on a essayé donc de réfléchir à ça, de voir un petit peu combien d'enfants à qui ça concernerait. Donc un peu moins de 200 enfants qui sont là le matin. La plupart du temps, enfin quasiment tout le temps, je dirais, ce sont des parents qui travaillent à deux, qui n'ont pas trop le choix des horaires. Quelques familles monoparentales, mais essentiellement des deux qui travaillent et qui sont obligés de le mettre le matin. Donc en fait, on a regardé aussi par rapport aux tarifs ce qu'on pouvait faire et qui soit cohérent et qui ne mette pas à mal chacun. Et donc on vous propose pour accueillir le matin un tarif qui est trimestriel et progressif. 25 € pour un enfant, 30 € pour 2 enfants et 40 € à partir du 3e enfant. C'était le tarif qui était déjà proposé pour les soirs. Et donc, avec la possibilité pour les parents qui déjà payaient pour le soir ne paieront pas plus. Ça sera le même tarif matin et soir. Donc, c'est simplement ceux qui éventuellement les mettraient que le matin en supplément. Et on sait que ce sont les parents qui travaillent et qui ont donc un minimum de revenus, on va dire, en fait. On a quand même pensé aussi à ceux qui, très exceptionnellement, voulaient les mettre une fois, parce que ça peut arriver aussi.
Et donc, on a instauré un tarif, puisqu'il fallait bien y réfléchir aussi, à 1 € à l'accueil et puis 2 € l'accueil du soir, parce qu'il n'y avait pas de tarif autrement par rapport à ça. Et donc, ça permet de demeurer inchangé le tarif trimestriel, soir et matin, pour ceux qui étaient déjà habitués, d'instaurer si jamais il y avait besoin. Et donc, en contrepartie, de bénéficier d'une subvention de la CAF qui est plutôt intéressante pour nous et pour nos finances aujourd'hui qui sont nécessaires. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Rousseau. C'est les 25 €, c'est-à-dire que les parents qui désirent laisser tout un trimestre leurs enfants matin et soir, ça restera 25 € si ça profite aussi. D'accord. Et vous? Pour 60 gardes du matin, le soir, ça fait à peu près 20 à 30 centimes la garde. Et vous parliez du... Déjà payé, pardon. Pour 20 à 30 centimes la garde, dans un service déjà obtenu, on ajoute un service supplémentaire. Et vous parliez d'une subvention de la CAF, vous avez à peu près le montant de la subvention ou... Oui, on a fait tous les calculs pour... ça nous ferait quelque chose de l'ordre, puisqu'on a presque 200 enfants, de l'ordre de 15 000 €, ce qui n'est pas négligeable, pour un coût d'animateur qui serait de l'ordre, qui est en moyenne 2 animateurs par groupe scolaire minimum, qui nous coûte 40 000 € par an. Donc vous voyez, c'est pas négligeable de gagner 15 000 €, et ça sera très sensible pour les parents par rapport à leur budget. Ça sera pas un gros problème. Est-ce que il y a des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Madame Dordain. Moi, je vais vous proposer des nouveaux tarifs. Alors, depuis septembre, nous avons, la commune organise et gère les cours de remise en forme aquatique, j'entends par là. Et puis, donc sur l'année, nous sommes à 215 personnes sur 11 cours lycées sur la semaine. Alors, pour rappel, le midi, en fin de journée, avec plusieurs niveaux, difficiles, enfin dynamiques, etc. Enfin, ça fonctionne plutôt bien. Au-delà des cours d'aquagym un peu classiques, d'aquadance, etc., il est proposé des soirées un peu spéciales où il y a du monde. Des soirées un peu spéciales où il y a du monde. On est tous fatigués. Alors, moi, j'étais très concentrée, j'étais très sur mon truc, donc je vais y rester. Pas moi. Bon, vous m'avez tous compris, j'espère, hein? Mais je n'y suis pas allée, alors. Tout va bien. Bon, aujourd'hui, au bout d'un an de fonctionnement, souvenez-vous, la première fois, je vous avais dit, on regarderait de nouveau les tarifs, on regarderait un petit peu ce qui manque, ce qui va, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Là, on s'aperçoit qu'il nous manque un vrai tarif. C'est un tarif un petit peu impasse. Pourquoi? Parce que c'est vrai que sur la délibération, on a mis éventuellement pour les personnes retraitées. Je sens qu'il y a des ricanements un petit peu partout, je suis désolée. Au-delà de ça, il y a aussi des personnes qui sont en vacances et qui ne partent pas en vacances. On voulait aussi donner l'accès à la piscine. Je dis des bêtises? Non? Ah bon? Pardon, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, on va vous proposer, voilà, c'est ça. Il y a des personnes qui partent pas en vacances, il y a des personnes qui, c'est toujours un peu dans la lancée avec le sport sur ordonnance, on essaye de donner l'accès au sport. Donc un aquapass de 5 séances et un aquapass de 10 séances, valable 1 an. Donc je pense que ça va aller. Donc nous avons 2 tarifs, les tarifs CASE et les tarifs hors CASE. Voilà, avec... voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Excusez-moi, c'est un peu confus ma présentation, je suis désolée. Alors, au-delà des séances un peu spéciales où il y aura du monde et où on peut faire des saunas et des massages, l'aquagym, je signale qu'il y a ce truc de remise en forme important qui a pu être fait grâce à la réorganisation de la piscine et les rôles différents des maîtres nageurs, c'est 10 séances, 60 €. C'est-à-dire que c'est 6 € une séance qui n'importe où dans le privé. Coûte 10 fois ça. Hors case, oui. Ça, voilà. C'est le tarif hors case. Je parle pour les Relivallois. Voilà. Les Relivallois, c'est même 50, monsieur le maire. Hein? 50 € pour les Oui, ça fait 5 €. Alors, pardon. Vraiment, voilà. En tout cas, on est très loin des tarifs qu'on voit. Tout à fait. Et on a des gens très compétents qui font ça. Et quand on voit les dames parce que c'est souvent des dames, pardon, qui sortent, elles sont plutôt très contentes, très heureuses et elles attendent la séance suivante. On le sait puisqu'on a dû mettre hors d'eau
un bassin, et on le sait par la déception que le bassin hors d'eau peut causer. Voilà. Et puis ce tarif-là, il est également pour les sportifs qui vont reprendre un peu la saison. Et certains sportifs ont réclamé un peu de pouvoir aller en piscine avec des tarifs référentiels et suivre un cours. Voilà. Y a-t-il des questions? Non, je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La parole est à l'honorable Jean-Jacques Coquelet. Pardon. Je peux me permettre une petite... Yes, you can. Merci. Je voulais simplement féliciter 2 personnes. Danielle Réty, qui est championne vétérante V4, donc 70 ans quand même, championne de France sur 10 km, chapeau madame. Et puis Sabi, qui est médaillée d'Europe, alors médaillée de bronze sur le relais et médaillée d'argent sur le 800 mètres. C'était la semaine dernière en Turquie, donc c'est assez extraordinaire. Et puis d'autre part, Michael Zézé demain sur la ligne de départ au championnat d'Europe, donc on pense à lui très fort. Voilà, c'est tout. Merci, d'autant plus qu'il y a quand même encore l'idée d'être dans les minima pour Rio, minima individuels, puisqu'il m'a dit hier qu'il était dans les minima collectifs, c'est-à-dire qu'il ferait partie, il ferait partie des 5 qui sont choisis pour faire le relais 4x100. Donc Michael Zézé est déjà qualifié pour Rio en collectif, ce qui ne lui donne pas l'assurance de courir, je le dis tout de suite, puisqu'il y a 5 coureurs et c'est les 4 qui sont le plus en forme qui sont pris. Et là, ce qu'il cherche à décrocher, c'est la même chose en individuel. Et évidemment... il se bat pour et avec Monsieur Grondin. Monsieur Coquelet. Merci, Monsieur le maire. Bien, pour la plupart, vous savez que de nombreux parcours d'études supérieures supposent des stages en entreprise. Compte tenu de la politique qu'est la nôtre en faveur de la jeunesse, il n'y a pas de raison qu'on se soustrait à cette demande. Donc nous avons la chance d'accueillir régulièrement, et en particulier en ce moment, 2 stagiaires pour une période relativement longue, en tout cas supérieure à 2 mois. Et tout ça vient s'inscrire dans un dispositif réglementaire qui permet aujourd'hui d'accorder une gratification financière aux stagiaires de l'enseignement supérieur, mais aussi sous certaines conditions des lycées, là il s'agit d'enseignement supérieur, dès lors que leur stage est supérieur, est au moins de 2 mois ou supérieur à 2 mois et inférieur à 6 mois. Donc vous avez l'équation qui permet, en regard des dispositions du Code de la sécurité sociale, une formule totalement absconse qui est censée vous donner le tarif. Moi j'ai fait le calcul, c'est beaucoup plus simple. Donc ce dispositif nous permet de rémunérer, enfin d'accorder une gratification à hauteur de 3,60 € de l'heure à ces personnes qui font un stage chez nous et dont on profite du travail à certains égards, même si on leur apporte quelque chose, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre du tiers du montant horaire du SMIC. Les 2 personnes en question sont, pour l'une, accueillies dans le cadre d'un Master 2 en droit du patrimoine et des activités culturelles, à l'Université de Rouen, accueillies au service urbanisme, pour la période qui va bientôt s'achever, le 25 juillet, qui a commencé le 25 avril, donc on est sur 3 mois. Et la seconde personne, qui est une jeune femme également, est accueillie au CCAS. Bernard est très accueillant en ce moment, c'est une évidence, mais toujours d'ailleurs. Elle, du 16 mai au 16 août, elle prépare une licence 3 en administration publique, spécialité politique publique. Voilà ce dont il s'agit. Bien entendu, pour pouvoir leur verser cette gratification, il faut l'accord de l'Assemblée délibérante. Non, moi, j'ai pas mal travaillé avec celle qui est à l'urbanisme. C'est une jeune femme qui s'est parfaitement intégrée avec Charlie et Charline et qui, en plus, sait plein de choses et n'est pas dans le rôle d'une stagiaire. Elle est stagiaire, donc voilà, elle est comme stagiaire, mais dans le rôle de... Elle participe au service public, comme on dit, et elle le fait remarquablement bien. Enfin, autant le dire et couvrir de louanges des jeunes gens, jeunes femmes qui travaillent très bien. Et souligner le fait qu'on prend notre part dans la formation de ces jeunes, et c'est tant mieux. J'ajouterai également que nous avons eu, sur 4 qui se présentent à Sciences Po, 2 qui ont été reçus, M. Boutagas et Mme Letellier,
à qui on avait fait pas mal d'euros spéciaux et qu'on avait beaucoup aidé. Et on peut les féliciter parce qu'ils ont adressé à la mairie, à plein de gens, d'énormes félicitations sur tous les réseaux sociaux de la Terre. Et c'est vraiment gentil. Noémie Letellier, c'est Jamel Boutagas, c'est ça son prénom? Jamel Boutagas. Voilà, ça fait plaisir parce qu'ils avaient une chance. Je vous donne la parole, Madame Jourdan. Très bien. Donc la question, c'est pas tous, qu'était-ce que vous souhaitiez, mais les deux qui correspondent, et c'est assez rare, aux mesures. On passe au vote. Voilà. Monsieur... Est-ce qu'il y a, en dehors de Madame Jourdan, des interventions là-dessus? Non. Y a-t-il des oppositions à cette mesure? Des abstentions? Je vous remercie pour cette unanimité. Je reprends la parole brièvement et je voudrais avoir votre attention quelques brefs instants parce qu'une femme est morte mardi 5 juillet des suites d'un long cancer, qui était quelqu'un qui était né en août 1935 à Buchelet dans les Yvelines et qui était une des pionnières de la ville nouvelle. Elle y habitait depuis 1975, elle était arrivée parmi les premiers habitants. Il s'agit de Nicole Filleul, qui avait ouvert en 1977, parmi les premiers commerces à s'installer sur la dalle, la Maison de la Presse, qui est encore là où elle est actuellement. Elle avait ensuite tenu 2 enseignes de sport, d'articles de sport plus exactement, dont le magasin Sport 2000 à proximité de l'ancien théâtre des Chalands. On sait aussi, pour ceux qui la connaissaient, qu'elle avait été confrontée à de nombreuses difficultés et qu'elle avait dû faire face à la solitude, à l'isolement, à des douleurs et à des souffrances personnelles qui faisaient que ceux qui la connaissaient, moi je ne la connaissais qu'un peu, et ceux qui la fréquentaient l'appelaient Mère Courage. Elle avait traversé toutes les épreuves que la vie lui avait réservées et je crois ne lui avait pas ménagé sans que son sourire, son altruisme, sa générosité, Noël me le confirme, n'ait été pris en défaut. Et elle était, peut-être parce qu'elle avait connu elle-même de nombreuses difficultés, systématiquement tournée vers ceux qui eux-mêmes éprouvaient des difficultés avec un vrai désintéressement qui faisait qu'elle avait continué à habiter sur la dalle, et en particulier rue Traversière, qu'elle avait l'habitude de s'y promener, d'y promener un Jack Russell qu'on pouvait repérer avec elle, qu'elle faisait partie de ces gens qui ne trouvaient pas que la mixité sociale dans la ville était soit un calcul, soit une aberration, mais que c'était plutôt quelque chose qui en faisait l'identité et la dynamique naturelle, comme nous le pensons tous ici, en tout cas je l'espère. Elle avait un attachement profond pour la maladie, à telle enseigne que même dans les soins qu'elle avait, elle continuait d'y habiter et n'avait pas envisagé de se rapprocher de l'hôpital à laquelle elle était suivie. Elle a un fils qui n'habite plus dans la ville, qui s'appelle Michel, mais qui habite dans les Yvelines, si je me rappelle bien, à qui nous avons transmis nos condoléances. Elle sera inhumée, c'est ses volontés, au cimetière de Val-de-Reuil. C'est peut-être d'ailleurs, ça fait partie des choses qui nous incitent. Je sais que M. Aurière est en train de le faire, à mieux entretenir et à mieux traiter le cimetière de Val-de-Reuil et à faire cette route qui va y mener directement de la ville maintenant. Fermant cette injustice, vous vous rappelez de ces articles, la ville nouvelle aura-t-elle un cimetière? Eh bien, moi, je souhaite que Mme Nicole Filleul puisse y reposer en paix et qu'elle puisse faire en sorte que cette fidélité qu'elle a voulu manifester jusque par-delà la mort à notre commune puisse être une fidélité active, forte, dans le souvenir que nous aurons d'elle. Voilà, je voulais juste vous dire un mot. Vous étiez certains à la connaître et beaucoup ont été émus. Et comme elle faisait partie de ceux qui se sont installés en 1975, parmi les premiers ou la première, disait-elle, je voulais saluer sa mémoire. Je vous remercie. Bien sûr, Madame Jourdan. Merci. Merci, Madame Jourdan. Il s'agissait là de rendre hommage à Nicole Filleul, essentiellement, et à une habitante de la ville, et de lui conserver pour elle seule ce moment qui était un moment de solidarité. Mais je suis sûr que chacun a une pensée à Michel Rocard, qui était un peu plus éloigné de la ville que Madame Filleul. Oui, j'en doute pas.
Bon, la séance est levée malgré cela.